Alors, notre troisième intervenant, professeur Walid Algoun, qui va revenir sur les enjeux institutionnels de cette période, sur l'image du droit dans la société ou chez les citoyens, de cette demande ou quête du droit et de l'état de droit. À vous la parole, 20 minutes, monsieur le maire. Merci. Je tiens à remercier les organisateurs de cette rencontre qui nous permettent donc de réfléchir à haute voix sur ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Moi, on a tellement parlé de constitution ces derniers temps que j'éprouve quelques gênes à revenir encore sur ces questions tellement elles ont pris une place, j'allais dire, quasi hégémonique dans les débats. Mais je vous rassure, mon intervention sera très courte et elle consistera pour le juriste que je suis à lever certains malentendus sur l'idée de constitution, sur son contenu et sur les fonctions qu'on veut lui faire jouer. Mais avant, je ferai une observation qui peut paraître d'évidence, mais qui me semble assez importante, parce qu'il est toujours dans ces débats la garder à l'esprit. C'est que ce mouvement, le Hirak, la révolution, le mouvement de refondation, vient d'imposer une réalité nouvelle, avec laquelle il faut absolument composer. C'est la première fois en Algérie que le peuple algérien s'introduit, s'impose comme l'acteur principal du politique. Je crois qu'on ne le répétera jamais assez. Jusque-là, et depuis l'indépendance de l'Algérie, toutes les crises politiques et institutionnelles ont été réglées entre acteurs politiques, avec des solutions politiciennes, autour, la rente aidant, du partage du pouvoir. Le peuple a toujours été en marge de ces solutions. Aujourd'hui, il devient l'acteur principal. Il se dit comme le principal, j'allais dire, acteur de toutes les solutions. Alors, ce mouvement, si on commence un peu à lire aujourd'hui ces revendications, s'ordonne un peu autour de trois quêtes principales. La première quête, c'est une quête de légitimité et de représentativité. Le peuple considère que les gouvernants ne sont pas légitimes, ou lorsque, par le jeu des élections, on peut leur accorder quelques légitimités, ils considèrent qu'ils ne sont pas représentatifs. On peut être légitime, on peut ne pas être, c'est plus grave, représentatif, par le biais de mécanismes institutionnels tels que les modes de scrutin. C'est un autre débat, on peut y revenir. C'est la première quête. La deuxième quête, c'est une quête très forte, c'est l'exigence d'un état de droit. Et là, je note une évolution très très significative dans la revendication populaire. Alors qu'en 1991, pour des personnes qui sont de ma génération et qui ont assisté aux premières manifestations, eh bien, la quête était complètement différente. Il y avait une disqualification du droit autour de la revendication qui était prégnante, la mithaq, la dustur. Rappelez-vous, pour ceux qui ont assisté, et je termine à Allah, à la Rasoul. C'est une disqualification du droit. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. C'est l'exigence du droit. Et même la contestation du fait que les dirigeants ont toujours violé la règle du droit. On discute avec les Algériens, on dit oui, on viole le droit, on ne respecte pas le droit, et donc il y a une quête de l'état de droit. La troisième quête, c'est une quête de moralité, une quête de
moralisation de la vie publique autour de toutes ces affaires que le peuple algérien a eu à découvrir avec stupeur, toutes les affaires de corruption, depuis l'affaire Khalifa, l'affaire de l'autoroute, l'affaire Sonatrach, tout dernièrement l'affaire de la cocaïne, qui ont mis la société algérienne sous le choc et qui, peut-être, ont été les déclencheurs un peu immédiats, si j'ose dire, de cette crise. Donc, voici les facteurs, et voici, disons, les demandes sociales qui sont absolument importantes. Et donc, on doit absolument toujours prendre l'exacte mesure. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une impasse, et que les acteurs n'arrivent pas à trouver de solution entre eux. On pourra rester encore 10 ans ainsi, on ne trouvera pas de solution. Tant que l'expression populaire n'est pas prise en charge. Même si par ailleurs, la difficulté réside dans le fait que ce mouvement, n'a pas été pensé, n'a pas été prévu. Je ne pense pas que les chercheurs en sciences sociales, même s'il y a quelques années, de Pascal avait initié un colloque, penser le changement, mais c'était dans un objectif, disons, d'amélioration de la bonne gouvernance pour le pays. Mais jamais on a pensé. Ce qui fait qu'il y a une sorte de déficit d'analyse de la société et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de distance nécessaire pour l'apprécier. Donc, on réfléchit comme ça sur le feu de l'action. Donc, nos remarques ne peuvent être encore que tout à fait relatives. Alors, ce qui m'a d'abord le plus, pour revenir maintenant à la Constitution, ce qui m'a le plus, surpris, c'est de voir qu'au moment où la revendication est à l'exigence de respect du droit et du respect de la Constitution, par le jeu des stratégies des acteurs politiques, il y a une disqualification de la Constitution. Autour de l'idée qu'il n'y a pas de solution constitutionnelle, mais qu'il n'y a que des solutions politiques. Ce qui est, à mon avis d'abord, est une idée fausse, pour ne pas dire absurde, parce que cette fois-ci, le politique est au cœur de la Constitution. Il ne peut pas y avoir de Constitution sans politique. La Constitution est établie pour réguler la vie politique. S'il n'y a pas de vie politique, il n'y a pas de Constitution. Et s'il n'y a pas de Constitution, il n'y a pas de vie politique au sens du pluralisme politique, bien évidemment. Dans une société qui se veut plurielle, c'est une compétition entre acteurs, et la Constitution est là pour réguler la vie politique, pour tracer un statut au pouvoir et d'en fixer les limites. Alors que, dans les pratiques que nous avons vécues à travers les différents régimes, la fonction de la Constitution a été détournée. On en a fait un instrument d'exercice du pouvoir sans limite, sans contrôle, et plus grave, sans responsabilité. Aucune autorité aujourd'hui politique en Algérie qui exerce le pouvoir n'est responsable. Il n'y a pas de mécanisme de mise en jeu de la responsabilité politique. Donc, on a fait jouer à la Constitution un autre rôle. Elle est devenue un instrument d'exercice du pouvoir au lieu d'être le moyen de limitation du pouvoir. Cela dit, la Constitution n'est pas l'œuvre d'un homme, même si c'est un homme qui l'a initiée. Une Constitution est un texte d'abord qui contient, au-delà de la volonté des hommes, tous les progrès de l'humanité en matière institutionnelle. Et toutes les constitutions algériennes, depuis 1962 à nos jours, ont emprunté l'ensemble de ces acquis, notamment en matière de liberté. Même si on les a violés, mais elles existent dans le texte constitutionnel. Dès la Constitution de 1963, en Algérie, l'ensemble des droits
en gros, était reconnu. Il était reconnu non pas parce que le pouvoir voulait bien les reconnaître, c'est une donnée objective qu'aucun État ne peut, face au progrès de l'humanité en matière de droits de l'homme, ne pouvait ignorer. Donc on a tout un chapitre, des chapitres dans la Constitution relative aux droits et libertés, à la citoyenneté, au respect des lois, etc. C'est une donnée qui dépasse les acteurs. Ils n'en sont pour rien du tout. C'est un progrès de l'humanité. Et l'ensemble des constitutions, en Afrique, à travers le monde, les ont prises. Même si elles ne les ont pas respectées, mais elles sont là. Et donc, c'est un aspect absolument. Ce qui a intéressé, par contre, les acteurs politiques, ce sont 2 points dans la Constitution. Et d'ailleurs, vous pouvez le vérifier lorsque vous voyez quelles ont été les révisions constitutionnelles. Elles ont toujours porté sur le même chapitre. C'est le chapitre sur l'organisation des pouvoirs. C'est-à-dire, chaque fois, les gouvernants ont une quête de plus de pouvoir et on révise les chapitres sur l'organisation du pouvoir. En Algérie, toutes les révisions, notamment depuis 89, c'est les prérogatives du président de la République. Donc, prendre plus de pouvoir. Mais en prenant plus de pouvoir, on concède aussi des pouvoirs. On concède, on est toujours obligé d'en concéder. Si on suit depuis 2003, chaque fois que des pouvoirs ont été pris, on a concédé. On a commencé par concéder un certain nombre de droits aux femmes. Ensuite, on a concédé à l'identité, à la nationalité. Ensuite, on a concédé à un plus grand élargissement des libertés, dans la liberté du culte. Donc chaque fois qu'on prend du pouvoir, on en concède. Mais ce sont des conquêtes aussi. Il y a des gens qui se sont aussi battus pour les questions identitaires, pour l'égalité des femmes. Donc, la Constitution est toujours un texte où il y a à la fois du pouvoir, du droit et du contre-droit. Donc c'est un texte extrêmement particulier. Dans ce même texte, c'est un texte à caractère très particulier. On ne peut pas analyser la Constitution comme on analyse une loi. Dans la Constitution, il y a tout un volet relatif aux principes généraux, la doctrine, une philosophie, une conception de la société. Ce qu'on appelle un peu l'ordre constitutionnel. Il y a une partie sur les normes constitutionnelles. Donc il y a une partie qui contient des principes intangibles qu'on peut retrouver dans le préambule, qu'on peut retrouver dans certaines dispositions de la Constitution, mais il y a d'autres dispositions qui sont des normes. Et je dirais même parfois des dispositions de procédure, comme c'est le cas par exemple du fameux article 102. Cet article 102 n'est qu'une disposition de procédure, rien d'autre. Et on lui a donné, disons, une importance parce qu'elle était au cœur d'un certain nombre d'enjeux de type politique. Et donc, dans cette situation, on en est arrivé à une situation de blocage, parce qu'il faut tout de même prendre la mesure de la complexité de la situation institutionnelle. Cette complexité est liée à toute la série de violations de la Constitution. C'est parce qu'on... Et chaque fois qu'on a violé la Constitution, on est tombé dans des crises. Parce que la Constitution, c'est le régulateur. Dès qu'on la touche, même sur les dispositions les plus anodines, qui peuvent paraître très anodines, eh bien, il y a crise. Je vais vous donner tout de suite un exemple très simple, qui peut paraître secondaire, mais qui aujourd'hui prend toute sa signification. Nous avons un article dans la Constitution, c'est l'article 118, qui détermine les conditions de nomination du tiers présidentiel au Conseil de la Nation. Que dit cette disposition? Elle dit que les membres du tiers présidentiel, c'est-à-dire les 48 membres du tiers, sont nommés par le président de la République parmi les personnalités et compétences nationales. Pourquoi? Parce que elle existait déjà dans la Constitution 96, la première fois qu'on a créé cette deuxième chambre.
deuxième chambre a été créée pour apporter un peu plus de stabilité politique et comme un garde-fou face aux crises. Et c'est pour ça qu'on a dit, qu'on a aménagé un espace pour l'élite, pour les compétences, qui ne sont pas représentées dans les partis politiques et qui pourraient éventuellement apporter à la fois leur professionnalisme dans le travail parlementaire et être des garde-fous en cas de crise. C'est l'idée. Ça d'ailleurs même a été discuté déjà en 1985. Par violation de ce principe, on a nommé au tiers présidentiel des personnalités politiques. C'est devenu une voie de garage, soit pour des ministres, soit pour des clients. Or, personnalité. Si bien qu'aujourd'hui, la personne qui est devenue président de l'État se trouve en incompatibilité, parce qu'à l'origine, la violation de cette petite disposition a fait qu'on se retrouve face à une impasse, mais aussi face à l'impossibilité d'appliquer l'article 102 dans son alinéa deuxième, pas dans son alinéa premier, qui détermine les conditions de la vacance. Ce sont des dispositions qu'on retrouve dans l'ensemble des constitutions. Donc l'ensemble sont des conditions normales. Simplement, elles sont normales parce que lorsqu'on pose une constitution repose sur une présomption qu'elle va être respectée. Elle ne repose pas sur la présomption qu'elle va être violée. Mais quand elle est violée, eh bien la logique, comme une norme aussi subsidiaire qu'elle puisse, quand elle est nommée, la logique constitutionnelle est perturbée. Donc voilà une disposition de procédure dont on veut faire une disposition de principe. Je n'ai pas de mot d'emploi. Je vais d'abord dire où en est la situation, parce qu'on parle d'article 102 par article 102. L'article 102, ce n'est pas qu'il est dépassé. Il n'y a devant aucun article un délai de péremption. Ce n'est pas du yaourt. Périlleux. Quand elle est posée, ça veut dire qu'elle... Simplement, qu'est-ce qui a changé? Ce sont les conditions de mise en œuvre de ces dispositions qui ont changé, qui font qu'aujourd'hui, l'article 102, dans son deuxième paragraphe sur les effets de la vacance, ne peut pas être appliqué. Alors que faire? Que faire? Vous avez bien suivi, on a fait appel à d'autres dispositions de la Constitution. C'est les articles 7 et 8. Alors, les articles 7 et 8, contrairement à l'article 102, sont des dispositions de principe qui disent le peuple est la source de la souveraineté et qu'il exerce par le biais de ses représentants. Ces représentants sont censés être à l'Assemblée. Or, ils ne le sont pas, parce qu'il y a un décalage. Donc, mais il demeure une disposition dont on peut puiser le fondement. Parce qu'il ne faut jamais, dans toute solution, sortir de la Constitution. Et donc, effectivement, l'expression populaire, aujourd'hui, qui est pour le changement, fait que on est obligé de trouver, moi j'appelle pas ça transition, parce que du point de vue constitutionnel, il n'y a pas de transition, ça veut rien dire. Il y a deux situations. Il y a la situation de l'intérim, celle que prévoit l'article 102 dans des conditions normales, ou alors on sort de l'article 102 pour être dans la logique constitutionnelle. C'est en sortant d'une violation de la Constitution qu'on va retrouver la logique constitutionnelle fondée sur la volonté populaire. Et imaginez, non pas des institutions de transition, dont on a d'ailleurs mauvais souvenir, mais d'imaginer tout simplement moi j'appelle ça la période de préparation de l'élection présidentielle. Il n'y a pas de transition. Au sens où transite vers quoi? On reprépare l'élection présidentielle en retrouvant la logique constitutionnelle perturbée. Selon les solutions, certains prévoient des personnalités, un présidium, bref. Tout cela peut être mis en œuvre en gardant à l'esprit la Constitution. Pourquoi? Parce que à cet organe qu'on va peut-être imaginer, on ne va pas lui donner un blanc-seing, mais on va lui dire, voici les conditions qui doivent être
requises pour préparer des élections présidentielles. Ils vont avoir besoin de pouvoir, cette personne ou souvent. Ces pouvoirs, ils vont l'utiliser d'eux. Si on écarte la Constitution, on ne va pas les prendre là. Ils vont les prendre de la Constitution. S'ils ont besoin d'un pouvoir pour légiférer, ils l'ont au nom de la Constitution qui prévoit la législation par ordonnance. S'ils ont besoin de créer un organe de contrôle, on leur donne le pouvoir de créer un organe de contrôle. S'ils ont besoin d'avoir un conseil constitutionnel véritablement indépendant, il faut leur donner le pouvoir de nommer ce conseil constitutionnel. Si ils doivent discuter de la durée, donc l'ensemble des pouvoirs et des garde-fous doivent être puisés dans la Constitution. Et ils existent. C'est pourquoi l'idée de dire la solution est politique, elle n'est pas est une idée d'abord fausse, une idée dangereuse, et j'allais dire absurde. J'ai même entendu les chefs de partis politiques dire nous n'avons pas besoin de Constitution. La Constitution n'est pas l'œuvre du pouvoir, c'est une conquête. C'est des conquêtes qui ont été ensuite traduites, concrétisées dans ce texte. Je m'arrête là pour tout simplement laisser la parole au débat. On va continuer. Merci, professeur Lejagour, de nous avoir fait rappeler cette évolution du rapport des Algériens avec le droit objectif, et aussi de dire qu'il y a une émergence du peuple acteur.